Et on va parler maintenant d'intelligence artificielle et de robots avec mon invité. Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Et Sébastien Lissard est venu de Bordeaux pour nous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir François. Merci d'être venu, d'avoir bravé les grèves pour être avec nous ce soir dans Tech & Co. Vous êtes le cofondateur et président de Cog Engine. Et je le disais, on va parler avec vous de robotique et d'intelligence artificielle. Alors vous n'êtes pas fabricant de robots, mais vous rendez des robots intelligents grâce à votre manière de leur faire apprendre, en quelque sorte. C'est ça. Exactement. Expliquez-nous ce que vous faites et qui est Cog Engine. Alors tout à fait. On est une société qui se place dans les usines françaises. On va venir travailler à l'endroit qui est difficile pour les opérateurs, là où ils sont le plus usés, c'est-à-dire sur des tâches qui sont souvent très répétitives avec des cadences qui sont fortes. On a aujourd'hui des opérateurs qui, par exemple, chez certains de nos clients, vont prendre 4000 fois le même composant dans un convoyeur et le poser sur une grille. Alors déjà, il y a un mouvement qui est répétitif qui peut faire rapidement mal à terme. Oui. Mais la pénibilité. La pénibilité du travail dans les usines, tout à fait. Et aussi une cadence qui est forcée, en fait. Il n'y a pas un rythme biologique, on va respirer puis se remettre à fond. C'est toujours les mêmes cadences qui arrivent, il faut que l'opérateur suive tout le temps. Donc nous, on vient venir travailler dans ces usines à ces postes-là, justement. Il ne faut pas se gratter le nez, là. Il faut surtout pas se gratter le nez, sinon ça déborde. Ça déborde et c'est pas bon. Exactement. Donc on va venir travailler, comme vous pouvez le voir, on vient équiper les robots. On ne fabrique pas les robots, on vient les équiper avec des yeux et un cerveau. C'est ce qu'on voit sur l'image, c'est la partie blanche en haut du robot. Et comme on va pouvoir donner des yeux aux robots avec des caméras en 3 dimensions, ils vont pouvoir voir autour d'eux. Ils vont voir l'opérateur, ses mains, on va détecter le squelette entièrement de la personne. Et comme ça, on va pouvoir s'adapter. En fait, le robot va s'adapter à l'humain. Il va pouvoir être au service de la personne. Et s'il y a un ralentissement, il va ralentir avec, réaccélérer derrière. Et c'est ça votre petite révolution, c'est que les robots, évidemment, dans l'industrie, ça existe depuis longtemps. Bien sûr. Hein. Oui. La nouveauté, c'est que là, le robot, grâce à ses caméras, arrive à détecter en temps réel l'objet qu'il doit manipuler. Tout à fait. Et ça n'existait pas. Ça existe, ça, déjà, ou pas? Alors, ça n'existait pas quand on s'est lancé en 2019. De temps en temps, maintenant, on commence à voir des entreprises qui mettent une caméra ou deux de par-ci, par-là. Donc là où c'est différent, nous, on a une vision, j'ai une vision dès le début qui était très différente dans le sens où on veut mettre la personne au centre du poste de travail. On veut que ce soit l'humain au centre du poste de travail. Donc le robot va être là au service de la personne. Et on va pas être juste là pour mettre des caméras et aller chercher des objets. On est là pour qu'il y ait de l'interaction. On a même des robots qui travaillent à quelques centimètres de la personne, en croisé sur le poste. Sans danger? Sans danger, exactement. Oui, donc ça, c'est toute une technologie qu'on met derrière. On va venir justement détecter à quelle distance la personne est. Quand elle va se rapprocher, le robot va ralentir, puis réaccélérer quand on va se rééloigner. Donc ça, c'est toute une technologie de contrôle en temps réel qui va faire que le risque est extrêmement limité. Alors, vous ne fabriquez pas les robots, vous fabriquez en fait toute l'intelligence qu'il y a à l'intérieur, et vous êtes en train, mine de rien, de repenser l'intelligence artificielle grâce à vos robots, parce que aujourd'hui, on le sait, hein, tout ce qui est deep learning, quand on voit que, par exemple, votre logiciel de photo reconnaît un chat, c'est parce que, en fait, il a été nourri avec des centaines de milliers de photos de chats, et petit à petit, il enregistre, il comprend. Vous avez en fait trouvé une méthode qui est beaucoup plus rapide et qui en fait fonctionne un peu comme le cerveau humain ou des animaux. Exactement. Oui, tout à fait. C'est deux manières complètement différentes de voir les choses. Le deep learning va venir traiter des millions d'images pour en extraire un résultat statistique. Nous, on fait du reinforcement learning, c'est de l'apprentissage par renforcement, parce qu'en fait, on va faire un mouvement robot, il va suivre notre doigt directement, on va lui montrer les objets, où le déposer, qu'est-ce qu'il doit faire, le prendre ou le relâcher. Et après, on va valider. En fait, on va lui donner une croquette virtuelle, on va dresser le robot pour qu'il fasse ce qu'on lui demande de faire. Donc, c'est une façon différente de voir les choses. Et alors, ça marche bien ? En tout cas, on a sur les lignes de production des opérateurs qui sont capables d'utiliser des robots industriels directement sans formation. On a des personnes qui des fois parlent même pas français en fait. Elles vont pouvoir utiliser le robot, elles sont face, elles vont lui montrer les objets. C'est ça qui est fort. Il n'y a pas une seule ligne de code. C'est-à-dire finalement avec mon doigt et grâce à sa caméra, je vais programmer le robot. Vous pouvez programmer le robot sur une ligne de production industrielle. Vous, moi, en fait, dès le début, il n'y a pas de connaissance à avoir. N'importe qui peut d'un coup utiliser un robot industriel et le faire travailler. Alors, évidemment, dans ce cas précis, c'est formidable, mais est-ce que cette manière de reinforcement, comme vous dites, peut aller dans d'autres domaines? Est-ce que, par exemple, pour une intelligence artificielle qu'on utiliserait, nous, au quotidien, ça pourrait avoir un sens?
Alors tout à fait, la vision initiale du projet consiste aussi d'étudier, on a étudié d'autres marchés, on sait que notre technologie peut fonctionner sur d'autres marchés. Prenons un exemple de marché qu'on a étudié au tout début, c'est par exemple le marché du jeu vidéo, où on a parfois, là vous parliez avec Stan juste avant sur la réalité augmentée, on a des univers entiers virtuels qui doivent être remplis en fait avec des oiseaux, des arbres, des chiens. Oui. Et notre technologie, on va pouvoir la mettre dans chacun de ces animaux, dans chacun de ces objets, pour les rendre interactifs, pour qu'ils puissent apprendre de la personne. Donc par exemple, si, je sais pas, vous approchez trop rapidement d'un animal qui s'enfuit, la fois d'après, il va vous reconnaître, il va s'enfuir dès le début. Donc on va pouvoir l'apprivoiser. Vous allez pouvoir apprivoiser en temps réel des animaux, des compagnons virtuels. Donc ça, c'est pour une filiale ultérieure dans le jeu vidéo. Mais aujourd'hui, dans le B2B, par exemple, dans les usines, vous avez combien de clients ? Donc aujourd'hui, on travaille particulièrement avec des PME régionales. Et là, on vient de signer à la fin de l'année dernière 2 partenariats avec des groupes internationaux. Donc il y a un groupe international qui est dans la production de cartes électroniques et de composants, dont on est très fiers de travailler avec eux, et un groupe dans la santé. Voilà, groupe pharmaceutique, 52 000 employés dans le monde. Donc une belle réussite pour nous d'avoir la confiance en fait de ces clients. Eh bien voilà, merci d'être venu sur le plateau Tech & Co pour nous présenter votre aventure. Merci beaucoup Sébastien Lissard. Merci François. Cofondateur et président donc de Cog Engines. Merci beaucoup et bon retour à Bordeaux. Petit mot de la fin, c'est possible ? Oui, bien sûr, allez-y. En plus de saluer les équipes de Cog Engines, bien sûr, je voudrais ajouter que notre mission, en fait, on est une société à impact. C'est vraiment recentrer toujours l'homme sur la ligne de production industrielle, que ça soit autour de lui, que ça soit toujours les robots qui soient au service de l'homme, de la femme. Le robot reste un outil. Le robot reste un outil, il est au service de l'humain et jamais l'inverse. Et c'est ça notre mission. Ouais, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez raison de le répéter. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Et vous restez avec nous.